Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous faisons aujourd'hui la connaissance de Sarah. Partie de sa Suisse natale, Sarah s'est installée à Toulouse dans son activité de coaching axée autour de la jalousie. Au micro de Polysoutien, elle intervient aujourd'hui afin de raconter son parcours relationnel et sa rencontre avec la polyamorie. Je vous rappelle que vous pouvez aider le financement de cette chaîne en participant à mes réseaux sociaux ou avec un don sur mon compte Patreon. Les liens sont comme d'habitude en description. Et si après l'écoute, vous souhaitez contacter Sarah dans son activité de coaching, je laisse également un lien vers son site internet en description et en commentaire. Je laisse maintenant la place à Sarah. Restez à l'écoute. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, est-ce que je peux te demander d'abord de te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sarah, je suis une femme de 38 ans qui entretient des relations bisexuelles, polyamoureuses et qui travaille sur le traitement de la jalousie chez les gens. J'accompagne les gens pour les aider à traiter la jalousie, ayant moi-même réussi à traiter cela. Et je suis également infirmière, métier que je ne pratique plus depuis 2023. Est-ce que je peux te demander quel est ton souvenir le plus ancien comme crush amoureux? Je pense que ça remonte à la maternelle. J'avais plusieurs crushs sur des garçons de la maternelle et en fait depuis alors ça a toujours été à l'époque où j'étais à l'école, c'était à sens unique parce que je suis née avec une grosse malformation sur le visage. Et du coup, j'ai subi du harcèlement scolaire pendant toute ma scolarité. Mais il y avait quand même toujours en moi ce sentiment d'amour envers les autres de manière générale et de manière plus ciblée, un sentiment amoureux pour plusieurs personnes depuis toute petite. Au cours de ton enfance, école maternelle, élémentaire, quel était ton rapport à l'amour? Eh bien, je pense qu'il y avait tout ce conditionnement lié aux princesses, aux princes, à Disney, à tous les films, à tout ce qu'on voit qui disait que l'amour est un point central en fait de nos vies. Et j'ai toujours eu dans mon cœur, alors secrètement comme je disais tout à l'heure, parce que je suis pas, enfin voilà, j'étais différente, donc c'était difficile pour moi de déclarer ma flamme, mais j'ai toujours eu plusieurs personnes dans mon cœur, tout en essayant de me dire ah oui, mais il faudrait que j'en choisisse un en fait. Je me disais bon bah je choisirai celui qui me choisira, et ça c'est venu bien après en fait. Ton entrée au collège, ça s'est bien passé? Ouais, c'était intéressant, mais encore une fois c'était au niveau de l'amour c'était que des amours à sens unique, et c'est après l'école que j'ai pu expérimenter le fait d'être en relation avec quelqu'un dans un partage en fait. Mais le collège c'était bien, il y avait l'amitié principalement, et puis il y avait toujours ce truc de harcèlement, donc du coup à part une ou deux amies qui étaient mes points de repère, j'étais pas la Miss populaire de l'école quoi, à dire. D'accord. Tu veux dire que tu n'avais pas de relation amicale soutenue? J'avais 2 relations amicales soutenues, mais j'avais pas de groupe de potes, j'avais pas de. Et puis ces relations amicales, elles étaient assez changeantes. J'ai jamais été très fidèle en amitié. Disons que pour moi, les gens ils viennent, ils viennent, ils partent, et c'est ok. D'accord. Scolairement, ça s'est passé comment le collège? Ouf, c'était compliqué du fait d'être harcelé. On n'a pas nécessairement la tête aux études, et je suis neuroatypique et c'était pas du tout déclaré à ce moment-là, et j'ai tous les 10, donc du coup c'était plutôt un calvaire pour moi l'école au niveau scolaire. C'est après avoir fait une formation professionnelle de type aide-soignante que je me suis rendu compte que j'avais des capacités qui étaient insoupçonnées, et que après je me suis lancée dans ma formation d'infirmière que j'ai réussi avec brio, alors que j'avais pas du tout le niveau pour rentrer en formation. J'avais pas le bac. C'est cool. Donc, je suis assez fière de moi, de mes Tu vois. capacités à sortir du carcan dans lequel on m'avait mis, de la cancre un peu, celle qui est pas capable. Et donc, on passe ensuite au lycée. En fait, vu que j'ai fait ma formation, mon école et mes études professionnelles en Suisse, c'est pas tout à fait la même chose. Chez nous, ça s'appelle le collège. C'est drôle, c'est l'inverse. J'ai fait une formation professionnelle. En fait, j'ai commencé d'abord une première année d'apprentissage de vendeuse en boulangerie.
Et puis moi, j'ai toujours aimé le relationnel, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé découvrir les gens. Et du coup, je trouvais que c'était pas assez, c'était pas assez au contact, en fait, la vente. Et puis, vendeuse en boulangerie, il fallait aller vite, 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 vite pour faire, parce les gens viennent juste acheter leur sandwich à midi et il faut que ça aille vite. Donc, du coup, j'avais pas le temps de discuter, j'avais pas le temps de créer du lien. Donc, du coup, je me suis dirigée après une année de cet apprentissage vers les soins. Et j'ai fait une formation qui n'existe pas en France, qui est assistante en soins et santé communautaire. C'est un peu entre aide-soignante et infirmière. C'est un peu plus de compétences que aide-soignante, mais moins qu'infirmière. Ce qu'on pourrait apparenter au lycée. J'ai terminé ça, je devais avoir 21 ans, 20 ans. C'est une bonne formation qu'on a mis en place en Suisse d'assistante en soins. Mais de mon point de vue, c'était un peu avoir le cul entre deux chaises. Non, Parce qu'il je y comprends. avait, il y avait encore la fonction d'aide-soignante et encore la fonction d'infirmière et ça met une fonction en plus en fait. Ça C'était un aurait peu peut-être. avoir comme tous les inconvénients, mais pas les avantages, peut-être, non? Ouais, c'est ça. Vous aviez le salaire d'une aide-soignante? Ouais, à peu près, tout en ayant plus de responsabilités. Et souvent, la formation, elle était pas aussi complète que ce qu'on attendait de nous par rapport aux responsabilités, je dirais. Mais moi, j'ai fait partie des toutes premières volets qui sont sortis de cette formation. Donc, c'est une formation assez nouvelle. Elle a peut-être 15 ans, 15-20 ans. 20 ans, je sais pas, le temps pour moi est bizarre. Donc, ouais, le fait que ce soit une jeune formation, c'est quelque chose un peu difficile quand on commence, quand on débute dans ce métier-là, de faire sa place, en fait. Donc, tu viens d'obtenir le droit d'exercer comme aide-soignante plus, Mm. on va dire ça. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, je travaille pendant 11 ans. Enfin, j'ai fait plusieurs petits emplois dans des EHPAD en Suisse. Et après, je quitte. Je suis engagée en fait dans un CHU, un grand CHU dans le canton de Vaud, à Lausanne. Et je travaille là-bas pendant 11 ans. Ça a été une expérience très chouette, sachant que mes expériences professionnelles avant étaient un peu compliquées. Je suis assez unique dans ma façon d'être et ça peut heurter les gens avec qui je travaille particulièrement. Et du coup, mes expériences professionnelles passées ont été compliquées. Quand je suis arrivée dans cet hôpital, on m'a accueillie comme j'étais. On a su exploiter mes forces. Et du coup, j'ai passé 11 ans dans cet hôpital très très chouette où j'ai fait ma formation d'infirmière en cours d'emploi. Donc je travaillais à 50% et j'étudiais à 50%. Enfin, j'étais à l'école à 50% et voilà, j'ai fait ma formation d'infirmière comme ça. Donc, ton diplôme d'infirmière, tu l'as obtenu en Suisse également. Oui, et je l'ai obtenu en 2019. En plus, on doit se rapprocher tout doucement du Covid. T'es devenue infirmière au bon moment, toi. Oui, mais c'est justement ça a été la problématique, c'est que je sortais de 4 ans et demi de formation qui était longue, astreignante, compliquée. J'étais à l'époque mariée dans un couple qui n'allait pas très bien. Peut-être revenir sur ça, du coup. Émotionnellement, tu te situes où pendant toute cette période, alors? J'ai ma première relation longue quand j'ai 16 ans, qui dure 5 ans. Lui a 9 ans de plus que moi, mais c'est quelqu'un qui faut dire que je sors de l'école, de l'école et de mon apprentissage d'assistante en soins avec, ouais, l'école obligatoire pour moi c'est du harcèlement, donc je sors de là avec un état dépressif assez profond, un sentiment que de toute façon je ne serai jamais aimée, que une estime de moi, une confiance en moi à ras les pâquerettes. Et je rencontre cette personne avec qui je relationne pendant 5 ans, qui lui me redonne un peu foi en l'humanité, en moi. J'arrive à m'aimer à travers ses yeux, on va dire. Et voilà, lui, bah, quand on se rencontre, lui, il a 25 ans, moi j'en ai 16. Et quand j'arrive à mes 21 ans, en fait, il y a une différence d'âge qui fait que moi, à ce moment-là, j'ai envie de sortir, j'ai envie de vivre des trucs, et lui, il est plutôt casanier. Et étant dans le schéma du couple classique, je me dis pas, tiens, en fait, je peux vivre ma vie et lui peut vivre la sienne et on peut rester ensemble. Donc, je décide de rompre cette relation. Et je re-rencontre quelqu'un
quasiment, je peux dire que j'ai rompu cette relation parce qu'il y avait la possibilité d'une autre relation derrière, avec une relation avec qui je fais 3 ans. En fait, j'enchaîne les relations plus ou moins longues, sachant que le plus court que j'ai fait, c'est 1 an et demi de relation, jusqu'à ce que je rencontre mon ex-mari en 2000. On se marie en 2015, on se rencontre en 2013. Quand je travaille dans ce fameux hôpital, je rencontre mon ex-mari et on relationne 2 ans avant de se marier. On se marie juste avant le début de ma formation d'infirmière et on divorce à la fin de ma formation d'infirmière. Et elle dure 3 ans la formation, c'est ça? 4 ans et demi. Parce que c'est une formation en cours d'emploi. C'est-à-dire que je travaille à 50% et j'étudie à 50%. Donc c'est 4 ans et demi pour arriver à faire tout le cursus et ressortir avec le même diplôme que quelqu'un qui le fait en école à temps plein. Donc après, tu divorces professionnellement et émotionnellement, tu en es où? À la sortie de la formation, je suis, comme je disais, explosée de fatigue. Vraiment, émotionnellement, j'ai mon ex-mari qui me dit qu'il divorce. Je termine la formation quelques mois après notre rupture. Je décide de continuer à habiter avec lui parce qu'on s'entend bien et que ça se passe bien. Ouais, fin 2019, en septembre 2019, je termine cette relation, cette formation. Je décide de réemménager dans ma région natale, le Valais, qui est à 1 heure de route de l'hôpital où je travaille. Mais voilà, je travaille en horaire de 12 heures, donc j'ai pas beaucoup de jours de travail. Donc je me dis bon, ça va le faire. Et début 2020 arrive le Covid. Le service où je travaille est un service qui est dédié à cette pathologie. Après mon divorce, je rencontre quelqu'un qui devient mon compagnon pendant 4 ans. Et lui est potentiellement à risque de contracter le Covid. On ne sait pas trop au début qu'est-ce qu'il en est. Je décide d'emménager chez une de ses amies qui est elle également infirmière. Donc on se dit on va se mettre ensemble, on va se confiner ensemble. Comme ça, on ne contamine pas, on risque pas de contaminer les autres. Et là, pour moi, c'est une descente aux enfers en fait. Je n'arrive plus à faire la part des choses. Disons qu'avant, quand j'allais travailler, je mets ma blouse, je travaille, je sors du travail, j'enlève ma blouse et il n'y a plus le travail. Ça fait déjà des années que je travaille comme soignante. Je ne ramène plus mon travail à la maison. Sauf qu'avec le Covid, quand on sort du travail et qu'on voit ou qu'on parle à des gens, c'est le Covid. Il n'y a que ça dans la bouche de tout le monde, il n'y a que ça aux infos, il n'y a que ça partout. Donc en fait, je n'arrive plus à faire la part des choses et j'attrape le Covid en août 2020. J'ai un Covid très très difficile qui atteint ma capacité cérébrale énormément et dont je mets plusieurs mois à me remettre. Ça dure 10 jours, mais je récupère ma capacité cognitive, mentale, des mois et des mois après, en fait. J'avais une neuroatypie qui était non déclarée et j'ai vraiment utilisé ma capacité cérébrale pour me suradapter à mon environnement, au monde dans lequel j'évoluais par rapport à cette neuroatypie. Et quand le Covid m'a enlevé une partie de ma capacité cérébrale, je pouvais plus me suradapter. Je supportais plus le bruit, je supportais plus la lumière. Je me suis découverte totalement hypersensible, ce qui n'était pas le cas avant. C'était le cas quand j'étais enfant. La suradaptation que j'ai mis en place faisait que je le ressentais plus. En fait, j'ai réussi à couper un peu toutes ces choses qui étaient trop pour moi, pour que je puisse évoluer dans le monde. Et en fait, quand j'ai chopé ce Covid, j'ai plus été capable de supporter ça, en fait. Et parallèlement à ça, il y a un éveil spirituel qui s'est mis en place où j'ai commencé à ressentir et à percevoir des choses qui n'étaient pas là avant, sachant que moi j'étais très cartésienne, tout en étant agnostique, c'est-à-dire que je pouvais entendre qu'il y avait des gens qui croyaient, qui voyaient, qui ressentaient des choses que je ne voyais pas, que je ne ressentais pas. Et sauf qu'à ce moment-là, je les ai commencé à les ressentir, à les percevoir et à en souffrir, on va dire, du fait de travailler dans un énorme hôpital où du coup la super empathie qui a été développée dans ce laps de temps
c'était impossible pour moi d'aller travailler. Je souffrais en allant à mon travail. Du coup, je dissociais dans mon travail. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que ça n'allait plus du tout parce que je ne savais plus du tout ce que j'avais fait. Je rentrais chez moi, je ne savais pas ce que j'avais fait comme action dans mon travail et j'étais là, en fait, je peux pas travailler comme ça. Ça s'appelle être un robot et en étant infirmière, c'est compliqué d'être un robot. On peut pas assurer la sécurité des patients si on n'est pas focus à 100%. Oui, c'est un travail avec l'humain, donc c'est important de le rester. C'est ça. Je pouvais juste plus, en fait, j'étais en burn-out. C'était mon deuxième ou troisième burn-out. Mon deuxième burn-out, j'en ai fait un troisième dans une autre institution en 2022. Et à ce moment-là, je me suis dit non, mais en fait, c'est plus possible, je peux plus travailler dans ce domaine-là. J'ai encore essayé pour un troisième poste où là, c'était un bon poste. Je pense que j'aurais pu continuer comme ça pendant quelques années, mais il y a eu une restructuration économique et du coup, j'ai dû quitter ce poste-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, bah, je vais me lancer dans ma propre entreprise, en fait, parce que ça ne me convient pas d'être maltraitée par un système, en fait. Et du coup, de devenir maltraitante envers les gens que je suis censée soigner. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de m'arrêter. J'ai aussi fait en sorte que ma vie corresponde. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mon dernier compagnon, je vivais dans une colocation avec lui et je me suis dit, bah en fait là, soit je reprends un appartement, soit je réalise un rêve qui était de vivre en camion. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé mon rêve de vivre en camion. Et du coup, ça réduit quand même pas mal les frais d'habiter dans une maison de 14 mètres carrés sur roue. Donc du coup, c'est ça qui me permet en fait actuellement de lancer mon entreprise en fait. Mais après une pause, des fois, on aurait presque envie de retourner. Là, je suis en questionnement de est-ce que je cherche pas un mi-temps sur Toulouse en tant qu'infirmière pour vivre l'expérience en France aussi, de vivre l'expérience professionnelle des soins à la française. Surtout que l'expérience peut être très changeante d'un lieu à l'autre en fonction de l'environnement, en fonction de l'équipe, en fonction des conditions. Faut savoir qu'est-ce qu'on a envie. Sur Toulouse, il y a énormément de postes différents, d'expériences possibles. Donc je me dis pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis encore dans le Micha Micha. Bah, peut-être que pour toi, la solution, ce serait peut-être tout simplement de t'inscrire dans des en tant que vacataire. Ouais, y aller seulement sur des missions. C'est une idée. Là, tu t'es donc séparé de ton ex-mari. À ce moment-là, je emménage dans un appartement et je commence à relationner avec mon dernier compagnon, dire la dernière personne avec qui je me mets en couple, qui s'appelle qui sa meilleure amie est polyamoureuse. Et je découvre à ce moment-là ce concept, et je me dis ah ouais, ok. Moi, ça fait, en fait, à ce moment-là, ça fait 15 ans que je relationne avec quelqu'un qui est, on peut dire, mon meilleur ami, mon frère, mais avec qui je couche depuis le début de notre relation de manière épisodique. On ne forme jamais un couple, mais il y a une relation durable entre nous qui en fait s'interrompt quand je suis en couple, parfois qui ne s'interrompt pas quand je suis en couple, malgré le fait que dans mes couples, il y a une notion d'exclusivité, puisque je ne connais pas la notion de non-exclusivité. Et quand je rencontre et qu'il me raconte, que je rencontre sa pote, qui me raconte que elle est polyamoureuse, et là je me dis ah waouh, mais en fait c'est ça que moi je suis, parce que dans mon cœur il y a toujours eu plusieurs personnes. Alors bien sûr, j'essayais plus ou moins de respecter le contrat d'exclusivité, mais il y a toujours eu plusieurs personnes dans mon cœur, dont cette personne avec qui je relationne depuis quasiment le début de ma vie relationnelle. Et du coup, j'exprime à Gilles le fait que j'aimerais que notre couple soit ouvert. Lui, il me dit ne pas être polyamoureux, être exclusif. Par contre, il me dit, vu que tu n'es pas ma possession, j'accepte que tu vives ce que tu as à vivre. Et voilà, on relationne pendant 4 ans comme ça, avec des difficultés sur certains points que je vais pas évoquer ici parce que c'est peut-être encore trop difficile à évoquer. Mais en tout cas, j'expérimente le fait d'avoir plusieurs
partenaire, enfin d'avoir un partenaire socle et un autre partenaire à côté. Notre relation s'interrompt en 2022-2023. Et c'est à ce moment-là que je prends mon camion. Et quand je romps cette relation, dans ma tête, je me dis je ne serai plus jamais en couple. Je ne veux plus de couple et je décide de relationner avec les gens, d'être en couple avec moi-même. Et ouais, je pense que c'est ce qu'on appellerait l'anarchie relationnelle. Alors, il y a deux choses différentes qui correspondent à ce que tu me dis. L'anarchie relationnelle, grosso modo, c'est vraiment le fait de considérer ces relations toutes à égalité, sans hiérarchie entre les relations en elles-mêmes. Mais toi, ton profil, en plus de ça, c'est presque complémentaire, m'évoque le concept de solopoly, qui sont des personnes qui sont d'abord en relation avec elles-mêmes et qui veulent vivre seules. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Après, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est changeant, dans le sens où là, je fréquente 2 personnes, en plus de la personne dont je parlais, que je fréquente depuis 17 ans, qui actuellement d'ailleurs, on est en relation amicale sans sexe dans la relation parce que il est lui-même en relation. Ce qui est sûr dans ma façon de concevoir l'amour et le polyamour, c'est que pour moi, l'amour, c'est une corde qui nous lie à une autre personne. Et dans cette corde, il y a plusieurs fils. Il peut y avoir le fil de l'amour amical, de l'amour fraternel, de l'amour maternel, de l'amour paternel, de l'amour amoureux. Il peut y avoir tous ces fils dans une corde. Et au bout de cette corde, enfin, au milieu de cette corde, il y a un panier dans lequel on met des activités. Et dans ce panier, on peut mettre l'activité du sexe ou on peut mettre d'autres activités, la tendresse, les câlins. Pour moi, ce qui est important, c'est que dans ce panier, ce soit moi et la personne qui est reliée à la corde qui décide ce que je mets dedans et pas les autres. Les autres personnes avec qui je partage un panier peuvent influencer ma prise de décision de ce que je mets dans le panier, mais c'est quand même moi qui décide ce que je mets dans le panier. Je relationne avec quelqu'un qui vit sur le terrain où je vis depuis déjà quelques temps. Donc on vit ensemble, mais on vit pas ensemble. Je trouve que la vie, en fait, elle me montre que je peux me dire que je vais me positionner dans un endroit, puis en fait, non, ce positionnement, il est pas juste par rapport à cette relation, il sera juste par rapport à une autre relation. Et c'est mouvant, en fait. Je sais pas comment dire. Alors, j'ai pas de mots à te donner. Par contre, que tu me racontes m'évoque une question. D'abord, pour commencer, le camion dont tu parles, c'est vraiment un camion aménagé ou c'est plus un camping-car C'est un camping-car. C'est un camping-car, d'accord. Donc du coup, quand tu achètes ton camping-car, tu l'achètes en Suisse à ce moment-là? Je l'achète en Suisse, ouais. Avec l'intention de me déplacer pour économiser de l'argent, en fait, parce que la vie en France ou en Espagne est moins chère. Ouais. Et du coup, vu que je lance mon entreprise, que j'ai un petit capital, mais que il faut que je fasse perdurer le plus longtemps possible par rapport au lancement de mon entreprise, ça se fait pas en 2 jours de se faire une notoriété, de se faire connaître, de trouver des clients. Donc du coup, j'achète mon camion en me disant je vais faire des économies. Et je cherche à faire des stickers pour mettre sur mon camion, enfin sur mon camping-car, pour faire la promo de mon entreprise qui s'appelle Le Chemin vers l'amour. Et je n'arrive pas à contacter la personne qu'on m'a conseillée pour mettre les stickers. C'est impossible, on n'arrive pas à joindre. Et à un moment, au bout d'un mois, je me dis c'est que ça doit pas être cette personne. Et au moment où je lâche prise, je tombe sur un groupe Facebook de camions où un gars partage son travail de tagueur sur camion. Et là, je me dis mais en fait, c'est ça. Ça va me coûter le même prix que des stickers en Suisse. Faut juste que je me déplace en France. Et c'est ça que je veux. Et du coup, je contacte ce gars qui me propose de venir sur un terrain à Toulouse pour taguer mon camion. Donc professionnellement, je le paye pour son travail. C'est un artisan.
Et il tag mon camion dans son entier, un tag sur 360, avec une sorcière, un renard, un dragon, enfin tout ce que je lui demande, mais mis à ça avec sa patte artistique. Et j'arrive à Toulouse le fin mars. Et De quelle année? 2024. Et je rentre dans Toulouse et je découvre une ville magnifique, une énergie incroyable, des gens souriants, des gens qui répondent aux sourires, enfin je sais pas comment dire. Je découvre une ville, enfin, la ville rose quoi. Je passe 3 semaines sur le terrain où ce gars tag les camions et je tombe en amour de quelqu'un et je me dis bon ben voilà, c'est pour l'instant c'est là que je suis. Donc, tu es à Toulouse depuis début 2024. Et comment Mhm. se passe cette dernière année de ton récit? Eh bien je lance mon entreprise. Je me rends compte que il faut que je trouve un axe de travail. Pour moi, mon but dans mon entreprise, c'est de permettre aux gens de retrouver l'amour d'eux-mêmes, de retrouver la confiance, de retrouver l'estime, de retrouver une certaine autonomie émotionnelle. Et à ce moment-là, je réfléchis à quel est l'axe par lequel je peux rentrer, enfin par lequel je peux amener ça pour que les gens puissent trouver un intérêt à faire ce travail pour eux en fait. Et je me dis mais en fait toi avant d'être polyamoureuse, de découvrir le terme de polyamoureuse, tu es exclusive, pas toujours fidèle, mais très jalouse. Tout le travail que j'ai fait pendant mon éveil spirituel, enfin depuis le Covid en fait, m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais plus aussi jalouse et que j'étais capable de gérer quand j'étais insécurisée, que j'avais des tips, que j'avais développé en fait des choses, des outils qui me permettaient de vivre le polyamour de mes partenaires de manière beaucoup plus sécure et de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus sereine. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans ma croisade contre la jalousie, ou dans ma croisade pour mettre en lumière la jalousie et la transmuter en confiance, en confiance en soi, en estime de soi et en indépendance émotionnelle. Je pense sérieusement que on se repose trop sur l'autre dans la relation. Je vois même dans les groupes de polyamoureux que finalement on demande à l'autre de poser un cadre, de respecter ce cadre. Moi, c'est quelque chose que je demande pas à mes partenaires, par exemple. Pour moi, c'est important de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir parler de ses insécurités, mais que chacun puisse les traiter, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de passer par cet axe de la jalousie, autant pour les couples exclusifs que pour les couples non exclusifs. C'est une activité de coaching de toute façon, en gros. C'est une activité de coaching, ouais. C'est un accompagnement qui se fait sur 6 mois. Pour moi, ce que je fais, c'est vraiment au-delà de la jalousie. Mon but, c'est de transformer les gens pour qu'ils soient plus en confiance, qu'ils soient plus en estime d'eux-mêmes, qu'ils soient plus en capacité de prendre soin d'eux. Souvent, les gens, ils s'oublient pour l'autre et c'est le pire ennemi, en fait, de s'oublier pour l'autre dans une relation, je pense. Alors, on va attaquer les questions de fin de podcast. Oui. Alors d'abord, est-ce que tu peux me dire ce que la polyamorie a apporté pour toi dans ta vie? Le fait de pouvoir être authentique, le fait de pouvoir dire comment j'aime les gens, le fait, ouais, vraiment l'authenticité, c'est le point le plus important. Et puis pour moi, le fait de pouvoir aimer au grand jour les personnes que j'aime, ça passe de l'amour amoureux à l'amour platonique, de l'amour que j'ai pour mon chien. C'est comme si ça faisait grandir mon cœur. C'est comme si chaque fois que que j'aime quelqu'un ou quelque être, je sens mon cœur qui grandit et ma capacité à aimer qui devient toujours plus grande en fait. D'accord. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition personnelle de la polyamorie? Pour moi, le polyamour, c'est le fait de pas mettre de barrière à l'amour. C'est le fait d'accueillir toutes les personnes qu'on aime dans son cœur. Et c'est le fait de pas faire sortir de son cœur les gens quand la relation se termine.
la relation que j'ai eue avec Gilles en était un exemple parlant. Quand on s'est mis ensemble, je ne lui ai pas dit on va faire notre vie ensemble. J'ai dit on va cheminer ensemble le temps que ce sera juste. Et quand on s'est séparés, on a juste arrêté de cheminer ensemble et on est toujours extrêmement amis. C'est toujours quelqu'un sur qui je peux compter et c'est toujours quelqu'un qui peut compter sur moi. Et j'espère que toutes mes relations futures seront comme ça. Ou en tout cas, il y a pas de rupture dans l'amour, en fait. Le désamour n'existe plus pour moi en lien avec le polyamour. Donc, ouais, pour moi, le polyamour, c'est vraiment l'acceptation de l'amour sans barrière. D'accord. Cet entretien est désormais terminé. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis je te dis peut-être à bientôt. Oui, à bientôt.